Bonsoir. De titre dans ce journal, le ministre de la fonction publique passe à la vitesse supérieure. Il a entamé une tournée ministérielle pour expliquer son projet de booster les ressources humaines de l'État pour une croissance productive. L'association des 1001 dans une nouvelle perspective avec l'obtention d'un nouveau siège 6 à Glace. Nous y reviendrons avec Ephraim Biogo Edzo. Bienvenue sur notre édition d'information et merci de nous recevoir chez vous. Le tour est revenu aux agents du 5e arrondissement de recevoir les représentants du syndicat libre des agents de la mairie de Libreville qui mène une campagne de sensibilisation sur les droits des agents municipaux. Ephraim Biogoidzo Mouskuningonumba. Geoffrey Madouta, à la tête du syndicat libre des agents de la mairie de Libreville, poursuit son périple d'explication à travers les mairies des 6 arrondissements. Après le 6e arrondissement, il s'était entretenu avec les salariés de cette entité. Le tour est revenu à ceux du 5e arrondissement de prendre le pouls de difficultés qui minent cette institution, lesquelles datent de Mathusalem. Il faut attirer l'attention des agents, faire prendre conscience aux agents qu'il y a des problèmes au niveau de la mairie de Libreville et que le combat que nous menons n'est pas un combat, c'est pas le combat du Silamel, mais un combat collectif. Parce que nous réclamons des choses. Il y a des problèmes à poser à Madame le maire, qui est là pour nous gérer. Et quand il y a des problèmes, je crois qu'il faut trouver des solutions pour sortir, pour éviter qu'il y ait crise. Comment faire pour éviter une crise qui est plus que probante? Certains responsables d'administration ayant opté pour des pratiques peu orthodoxes qui dénaturent l'agent municipal. Nombreux sont aujourd'hui sans plan de carrière, chose que condamne fermement le Silamel. Au niveau du 5e, semble-t-il qu'il y a eu une information, je ne sais pas si c'est avéré. Il faut dire que je remercie M. le maire qui nous a reçus, mais j'ai été tellement surpris de constater que les agents nous diront qu'il y a une liste qui a été mise en place pour prendre les noms de ceux qui viendront assister. Bon, il faut dire qu'il nous a reçus sportivement, nous avons échangé, donc nous disons merci au maire du 5e. Maintenant, si les agents ont peur, eh bien il faut dire qu'ils doivent se départir de leur peur parce que le combat que nous menons, le maire est politique, il est appelé à partir, mais les agents sont appelés à dérouler leur carrière. Donc ce serait mal vu de voir les agents qui connaissent les problèmes ne pas se battre pour se lever. Abraham Lincoln, qui est un grand penseur, disait que le silence devient un péché lorsque il prend la place qu'il devient la protestation et fait d'un homme un lâche. Donc je crois qu'il faut qu'ils intègrent dans leur esprit pour que demain, lorsqu'il y a l'appel du syndicat, qu'ils viennent se mobiliser parce que c'est à travers la mobilisation que nous sommes appelés à gagner le combat. Plus de 302 adhérents au niveau des mairies de Libreville sont affiliés au Silamel, un chiffre qui pourrait éventuellement s'accroître au fil du temps au regard de ce qui s'est fait au sein de cette entité, de quoi faire grincer les dents à l'équipe municipale actuelle qui souhaite passer le restant de son mandat dans la quiétude. Depuis ce matin se tient à Libreville un séminaire atelier sur la validation du livret de carnet des biens communs et du carnet de présomption d'identité avec l'aide de l'ONG ACAD Gabon avec l'appui de l'État gabonais et certains organismes internationaux. Ephraim Biogoidzo et Mouskuningonumba. C'est devant les représentants du ministre délégué chargé de la destinée de la femme et de l'égalité des chances et des investissements humains et de certains organismes internationaux qu'a été ouvert l'atelier de validation du livret d'appartenance des biens communs et du carnet des présomptions d'identité organisé par l'ONG ACAD Gabon. Les panélistes vont devoir s'exercer en commission lors des travaux sur 3 thématiques principales: la législation, la légitimation et le social. Le séminaire atelier qui se tient durant 2 jours à Libreville est le fruit de 4 années de travaux ayant permis la régularisation de la situation des enfants apatrides, dont sans acte de naissance. Soucieux des questions des enfants, l'ONG ACAD Gabon est parvenue à produire un carnet de présomption d'identité qui doit trouver la caution et l'authenticité de l'officier d'état civil sans omettre l'élaboration d'un livret d'appartenance des biens communs. C'est en décembre 2013 que nous nous sommes constitués
comme acteur de défense des droits de l'enfant. Et la question des enfants sans identité nous a paru plus cruciale. Au terme de nos réflexions, pour trouver des voies et moyens de sortir ces derniers de cette situation anormale, sinon presque inhumaine. Sur la base des informations pertinentes de l'état civil des parents géniteurs et des lieux et dates de naissance des enfants, nous avons tenu à faire intervenir un principe universel portant sur la présomption. En charge de la destinée de la femme, nous estimons que ce tel outil peut vous être bénéfique pour mieux protéger la femme gabonaise dont on connaît très souffrante et très fragile. Le travail ainsi abattu va permettre à l'administration gabonaise d'avoir une nouvelle vision sur certaines pièces d'état civil qui forcément n'étaient pas du tout accessibles à une certaine classe de citoyens. Toujours avec nos envoyés spéciaux, Marielle Lecom et Fleury Assi-Ondo, qui poursuivent la tournée au LAM dans la province de la Nyanga. C'est la coopérative de Moutsigué qui a reçu à son tour cette importante délégation. Suivons-les. Après la visite du champ cultivé par la coopérative Eden Divara, le tour est revenu à celle de Moutsigué de recevoir la délégation d'Olam. Sur ce site, 5 hectares de moins comparé à celui d'Eden Divara ont été cultivés. Hortense Dinyumba Mubamba et son collectif attendent impatiemment l'heure de la récolte. On a réalisé 15 hectares et demi de manioc. Là, nous attendons maintenant la phase de récolte. Nous souhaiterons que graines puissent continuer et nous aident jusqu'à la fin. Parce qu'on nous a dit qu'on devrait aider les économiquement faibles. Nous sommes des économiquement faibles. Donc, on a réalisé ce qu'on a pu réaliser, le manioc, un peu de tout ce que vous voyez là. Mais on veut que ça puisse agrandir. Dans la Nyanga, nous on dit que la terre ne ment pas. Donc la terre de la Nyanga est riche. Ça ne ment pas. S'il y a quelqu'un qui meurt de faim dans la Nyanga, c'est elle-même. Mais la Nyanga est riche. Mais en attendant la récolte, quelques produits issus de ce champ ont été remis au chef de cette délégation. En ces termes, la terre ne ment pas. Comme je disais tantôt que la terre ne ment pas. Voilà. Très bien. Voilà. Le nom de le Mouzeng. Voilà les tubercules. J'accompagne. Voilà. C'est ça la terre. Voilà la terre. Mon souhait c'est de demander à tous les Gabonais. Et tous les Gabonais. Le bureau c'est bien. Le bureau, mais c'est pour un temps. Voilà la vie, voilà la retraite. La retraite c'est l'agriculture. La retraite c'est l'élevage. Nous sommes contents parce que nous avons vu qu'effectivement le programme graines avance dans la ligne. C'est vrai qu'on aurait pu avoir un peu, quelque part, un sentiment qui n'était pas meilleur. Mais dès que nous sommes arrivés dans la Nyanga, je crois que les choses se sont tranquillement rétablies. Nous avons vu des femmes très vaillantes, soutenues par des hommes tout aussi vaillants, qui plantent à peu près en moyenne chaque femme ou chaque homme a 1 hectare de manioc. Nous avons entendu votre cri sur des questions de transport, sur la question de la commercialisation, on l'a entendu. Les gens d'Indéci qui ont commencé à commercialiser ont trouvé des clients. Je crois que vous aussi, ici, vous n'allez pas avoir un problème pour vendre votre produit. Nous allons
continuer à dire à tout le monde, parce que c'est un projet de tous les Gabonais. Vous avez dit du président, mais le président et tous les autres Gabonais. Nous n'avons aucun intérêt que ce projet ne marche pas. Tubercules de manioc, bananes, aubergines, une récolte qui s'annonce très diversifiée. Eh bien, bravo à cette coopérative. Rien à voir avec ceux qui précèdent à la suite de la fronde qui l'opposait au magistrat depuis sa déclaration du 8 décembre 2017, au cours de laquelle il les traitait de corrompus, les cours et les tribunaux avaient cessé de fonctionner normalement. Les magistrats avaient exigé le départ de Francis Nkeya du département de la justice. Depuis hier, c'est désormais effectif. Je vous invite à suivre cette analyse de Marielle Lecom. Par décret du président de la République, en date de ce jour, sur proposition de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le gouvernement de la République est remanié ainsi qu'il suit. Ministre d'État, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadre de Vie, Monsieur Francis Nkeya Nzige. C'est à travers ce communiqué lu le mardi 20 février 2018 par le ministre en charge des Affaires présidentielles que le remaniement partiel du gouvernement d'Issoze Ngondé a été rendu public, avec entre autres changements le retrait de Francis Nkeya du ministère de la Justice comme l'exigeait le syndicat national des magistrats. Emmanuel Issoze Ngondé vient de céder à la principale revendication du SINAMAG qui posait comme condition à la levée de leur mouvement de grève le départ du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Francis Nkeya. Une requête à laquelle le Premier ministre a répondu favorablement en lui retirant les rênes de la justice pour lui octroyer celles de l'habitat, de l'urbanisme et du cadre de vie. Un jeu de chaises qui fait désormais de Edgar Anissé Boumboumi Yakou le nouveau détenteur du portefeuille de la justice. Les magistrats viennent certes de remporter cette bataille, mais il n'en demeure pas moins que les véritables problèmes posés par ces hommes et femmes en toge noire attendent toujours d'être solutionnés. Comme je l'annonçais en titre, le mouvement associatif L'Appel des 1001 se dote finalement d'un siège, lequel a été inauguré par sa présidente Nicole Asselé, théâtre de l'événement Le Quartier Glace dans le 4e arrondissement. Mosconi Ngodemba. C'est à l'extrême droite de cette rue. Nous sommes là au Quartier Glace dans le 4e arrondissement que se dresse majestueusement le nouveau siège du mouvement associatif L'Appel des 1001. Cette association a vu le jour le 29 mai 2016 et regroupe des femmes âgées de 18 ans et plus. Elle se veut un lieu de rassemblement citoyen et apolitique des femmes gabonaises, conscientes des enjeux et des défis qui sont les leurs pour leur essor et leur avenir. Mais pour œuvrer ainsi en faveur de femmes, il nous fallait un siège où nous abriter et surtout où nous pourrions accoucher des idées, des projets et des initiatives en faveur de la prise en charge de la femme par elle-même. Cette maison, qui sera désormais notre maison, votre maison, la maison de toutes les femmes qui pensent comme nous, est le lieu où pourront être menées les activités découlant de nos objectifs principaux et où tous ceux et celles qui le désirent pourront non seulement trouver des informations sur notre mouvement, mais également y adhérer. Un bureau d'accueil et information y sera ouvert à cet effet tous les jours ouvrables de 9h à 17h. Chers 1001, le succès de cette maison dépendra de vous toutes. Sa fréquentation sera la preuve de notre décision de créer un tel lieu répondait bien aux attentes et objectifs que nous nous sommes fixés. Et que, à partir d'aujourd'hui, tout le monde saura où nous trouver. Mais... Consciente du potentialité qui est le leur, la femme gabonaise n'a cessé de se faire distinguer de façon positive. Plusieurs parmi elles ont occupé des postes de responsabilité au sein des institutions. Dans le monde des femmes noires sont les mères de l'humanité. Les fossiles ainsi que les analyses ADN donnent des preuves scientifiques appuyant ce fait. Quoi de plus normal que de dédier cet espace à la jeune féminine. L'appel des 1001 se propose de vaincre
en mettant en exergue le principe que les femmes sont capables de s'affirmer dans tous les domaines de la société, avec pour corollaire la dynamisation de l'égalité des droits et la mise au jour de la complémentarité des compétences hommes-femmes. C'est fort de ce principe que l'appel des 1001 incite à la discrimination positive au Gabon, afin de faire de la femme gabonaise une participante active du développement, chacune dans son domaine de compétences, quel que soit son niveau académique, son rang social, sa catégorie, sa religion et même son bord politique, à l'effet de doper l'émancipation des femmes. La coupure du ruban symbolique par la présidente du dit mouvement a permis à l'ensemble des convives à cette cérémonie inaugurale de découvrir ce nouveau cadre de travail, lequel est doté des bureaux et d'une salle de conférence ornée par des multiples œuvres réalisées à travers le territoire national par ce mouvement associatif. Rendons à César ce qui appartient à César, c'était un reportage signé d'Efrem Biogo Edzo. Chacun doit être promu suivant ses compétences indépendamment de tout autre critère, a exhorté le chef de l'exécutif gabonais lors de son adresse à la nation. Une phrase qui renvoie au mode de redistribution des postes à responsabilité dans le pays. Pierre Parfait Badikoum. Au Gabon, les autorités prônent l'égalité des chances pour une meilleure cohésion nationale. Chacun doit être promu suivant ses compétences, indépendamment de tout autre critère, a indiqué le chef de l'État Ali Bongo Ondimba lors de son discours de Nouvel An à la nation. J'entends bâtir une société de la méritocratie. C'est une question de justice sociale, mais également d'efficacité collective, a-t-il dit, devant les 1 800 000 nationaux. Une noble ambition qui renvoie à la question de la redistribution des postes de responsabilité. Sur quels critères sont désignés nos dirigeants, dans l'administration centrale ou dans les sociétés d'État? Une question qui vaut son pesant d'or au regard de cette réalité. La province du Haut-Ogooué, dont est originaire le chef de l'État, détient à elle seule le palmarès des postes à haute responsabilité. Tous, pour une part écrasante, sont des natifs du G2. Saïd Abeloko, directeur général de l'OPRAG. Jean-Fidèle Otando, directeur général du budget. Ismaël Ondiassouna, directeur général de la Caisse-Tab. Raymond Okongo, directeur général des douanes et droits indirects. Dr Nicolas Sélé, directeur général de la CNSS. Alex Bongo Ondimba, directeur général de la NINF. Liliane Gary, directeur général du Conseil gabonais des chargeurs. Osungu Dibango Isosten, directeur général du Trésor. Alphonse Oyabinyala, directeur général de la Sogatra. Une liste de cadres dirigeants, trop longue à énumérer, mais qui remet en doute le principe de l'égalité des chances prôné par les autorités gabonaises. Toujours en titre, le ministre de la fonction publique, dans le but de sensibiliser les agents de l'État sur le nouveau fonctionnement de son ministère, a débuté une tournée à travers différents ministères, dont celui de la Défense. Les détails dans ce reportage. Le ministre Jean-Marie Ogandanga a initié une tournée destinée à faire comprendre aux agents de l'État qu'il y a un frein de la croissance économique de l'État et la cause serait les hommes qui la constituent. Nous avons fait une grossière erreur de croire que l'agent de l'État était seulement le fonctionnaire. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'agent de l'État, qui est le pilier de toute politique publique de l'État, ne se limite pas seulement qu'aux fonctionnaires. Cet agent est militaire, cet agent est policier, il est magistrat, il est fonctionnaire, il est contractuel et il peut aussi être autre chose. Messieurs et dames, en venant ici ce matin et en choisissant ces lieux symboliques du ministère de la Défense pour lancer ma tournée
au sein de tous les départements ministériels utilisateurs de la main-d'œuvre de l'État, je voulais marquer un point. Un point parce que nous voulons tous la sécurité. Nous voulons tous être bien chez nous, mais les personnes qui font ce travail, c'est vous, messieurs et dames. Et très souvent, très peu de personnes le disent et le reconnaissent. Et en venant ici ce matin, c'était pour vous dire que notre État, depuis un certain temps, traverse une zone de turbulence. Et il y a des pilotes dans cette salle, ils savent qu'est-ce que c'est. On sort dans une zone de turbulence par la maîtrise de soi et la maîtrise de l'appareil. Nous sommes en zone de turbulence, oui, et nous voulons vous dire que nous sommes confiants de la sortie de cette zone de turbulence parce que les mots de notre administration, nous les savons aujourd'hui. Les médecins sont dans cette salle. Je vois santé militaire, que j'ai salué parce qu'ils m'ont soigné il y a quelques jours. Ils sont dans cette salle et ils le savent. On ne peut pas donner un seul médicament à un malade si on n'a pas fait le diagnostic profond. Aujourd'hui, vous êtes assisté des matériels les plus performants qui sont les scanners et autres pour qu'il y ait moins d'erreurs. Aujourd'hui, messieurs et dames, c'est la même chose que nous avons fait dans nos fonctions publiques. Nous avons fait ces diagnostics sans complaisance. Parce que nous ne sommes pas là pour faire la complaisance, pour faire plaisir à qui que ce soit. Là où c'est mal, il faut dire que c'est mal. Là où c'est bien, il faut avoir le courage de dire que c'est bien. Notre administration est malade de ces hommes. Et ça, ce n'est plus un secret pour personne. Mais cette maladie n'est pas incurable. C'est une maladie qui va trouver des solutions si chacun d'entre nous a le soin au moins de reconnaître qu'il est malade. Deuxièmement, de savoir prendre le bon remède. Et troisièmement, de suivre la thérapie qui est appliquée et prendre des médicaments comme il se doit. Et pour cela, il préconise un nouveau mode de fonctionnement pour la bonne gouvernance et la gestion de la croissance économique. Les ressources humaines publiques, quand bien même soit décriées, mais reste quand même la première force de notre État. Et pour cause, nous avons la plus grande entreprise du Gabon qui emploie plus de 100 000 âmes et qui, chaque fin du mois, reçoivent un salaire. Mais la question aujourd'hui est de savoir, les personnes que nous payons, qui sont-elles? Pourquoi payons-nous et pour qui payons-nous? Toutes ces questions, messieurs et dames, nous allons donner des solutions et des réponses avec votre aide, parce que nous, ministres que nous sommes ici, nous ne sommes que des passages désormais. Parce que l'administration, c'est vous. Si vous ne nous aidez pas à nous sortir de ces mauvais pas, personne ne le fera pour vous. Et demain, ne soyez pas surpris que nous ne puissions plus incorporer nos enfants dans l'armée, recruter nos enfants dans l'éducation nationale, recruter des médecins. On ne pourra plus le faire parce que nous aurons été incapables de juguler les maux de notre administration, messieurs et dames. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la tergiversation. C'est ce que je suis venu vous dire. Que le programme qui est mis en place et qui va vous être présenté tout à l'heure par les collaborateurs, il trouve sa source dans le travail qui a été fait. Les solutions qui vont vous être proposées, ce sont des solutions qui demandent l'implication de chacun d'entre nous et chacun à son niveau. Et que personne ne dise que comme le patron n'a pas fait, moi je ne fais pas. Oui, chacun d'entre nous doit faire son petit travail à son niveau, de telle sorte que le résultat de ce travail, de ces projets de gestion des ressources humaines de l'État deviennent une réalité. Une tournée qui se poursuivra dans d'autres ministères. Espérons que les fonctionnaires seront plus attentifs aux messages livrés à domicile et que les comportements changeront. Même son de cloche au ministère de l'économie où le même message a été relayé. Écoutons le ministre Jean-Marie Ogandanga au micro de nos reporters. Comme vous avez constaté, depuis ce matin, nous avons entamé un périple qui va se poursuivre. Il s'agit de sensibiliser tous mes collègues sur l'impératif de réformer les ressources humaines de nos administrations. Et comme vous pouvez le constater, il y a l'adhésion quasiment de tous. Vous avez vu ce matin au ministère de la Défense et là vous venez de voir un auditorium rempli de tous les responsables de ces départements ministériels et que j'ai salué d'ailleurs et je remercie profondément mes deux collègues, aussi bien le ministre chargé des affaires présidentielles et de la défense nationale et le ministre de l'économie et tous ses collaborateurs pour avoir répondu présent à cet appel. Cet appel vise un double objectif. Premièrement, doter notre administration des ressources humaines expertes, des ressources humaines responsables. Et en plus,
faire en sorte que la qualité des services publics devienne énorme dans notre administration. Comme vous le savez, lorsqu'on parle mal de l'administration, ça ne doit pas être une fatalité, ce sont des constats. Mais un homme normal, quand on fait une critique, il faut faire son analyse et se dire est-ce que ce qui est dit est vrai. Si c'est vrai, il faut changer. Donc nous sommes là dans des changements structurels profonds de notre administration et nous avons commencé par le premier pan qui est celui de sensibilisation pour amener l'adhésion de tous à comprendre que le changement que nous demandons n'est pas une option, mais c'est une obligation. C'est une obligation parce que si nous ne le faisons pas aujourd'hui, demain ce sera peut-être trop tard. Et c'est une obligation, pourquoi? Parce que nous sommes engagés dans le plan de relance de l'économie. Et le chef de l'État nous l'a dit, on ne peut pas faire le développement sans qu'il n'y ait des ressources humaines de qualité pour accompagner ce développement. Avant de demander l'assistance des autres, il faut d'abord utiliser ce que nous avons et bien utiliser ce que nous avons. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Nous avons entrepris depuis ce matin. Alors, monsieur le ministre, je me dis, est-ce que le message a été entendu par C'est prématuré de dire que le message a été entendu ou non. Les jours qui viennent nous donneront raison ou non. Et j'ai la faiblesse de croire que nous avons parlé à des responsables, nous avons parlé à des compatriotes qui eux-mêmes ont compris le bien fondé de notre démarche. L'actualité hors de nos frontières à présent, 16 militants ou ex-militants des étudiants des syndicats de France dénoncent des violences sexuelles qui se seraient déroulées entre 2007 et 2015 en toute impunité. Presse internationale. Après des années de silence, elle raconte le harcèlement, les agressions sexuelles, parfois les viols. 16 militantes ou ex-militantes de l'Union nationale des étudiants de France, l'un des syndicats français les plus puissants, accusent lors d'entretiens accordés au journal Libération plusieurs anciens cadres dirigeants d'abus sexuels. Des violences sexuelles organisées en haut lieu qui se seraient régulièrement déroulées entre 2007 et 2015 en toute impunité. Il y a également des réflexes d'organisation avec des personnes jeunes, des personnes en position de pouvoir face à elles, avec des hiérarchies très fortes, une culture de l'investissement qui était très prenante, y compris sur les vies personnelles, et qui a permis en réponse de construire également une culture sexiste au sein de l'organisation, sur le contrôle de la vie sexuelle des militantes, sur l'organisation parfois des violences sexuelles au sein du syndicat étudiant. L'actuelle présidente de l'UNEF explique qu'au sein du syndicat, les choses ont changé. Mais elle ne dément pas les accusations et refuse de remettre en cause la parole des femmes. Pendant des années, l'UNEF a été structurée par une culture viriliste, avec une répartition genrée des rôles en tant que telle, et ce qui a parfois mis sous silence des agressions, des violences sexistes et sexuelles que pouvaient subir des femmes, ce qui est particulièrement condamnable. Et donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Et je pense qu'à travers tout ça, effectivement, il ne faut pas dédouaner les agresseurs, des hommes en tant que tels qui ont profité de ce système-là pour pouvoir tout simplement commettre les actes qui sont décrits dans l'article de Libération. Parmi les militantes de l'UNEF qui dénoncent ces cas d'agression sexuelle, au moins 2 d'entre elles ont porté plainte. Le syndicat étudiant tente quant à lui de faire amende honorable en ouvrant des groupes de parole. Mais il reste en général difficile pour les victimes d'abus sexuels de faire entendre leur voix. La majorité d'entre elles renoncent à des procédures parfois longues et coûteuses et redoutent de faire le récit d'événements douloureux. La loi qui vise à interdire l'avortement en Pologne, un pays très restrictif en la matière. En janvier, des milliers de femmes sont descendues dans les rues pour exprimer leur peur et leur colère de voir les ultra-conservateurs faire marche arrière sur le sujet. Presse internationale. D'immenses panneaux pro-avortement en plein cœur de Varsovie. Une campagne choc initiée par Karolina Wiskiewicz. Pour elle, il faut mettre fin à ce tabou dans une société conservatrice à très forte majorité catholique. Cela fait 25 ans que ça dure, que les hommes politiques polonais se cachent derrière cette loi sur l'avortement, en affirmant que c'est un bon compromis. Ils ont créé cette société où un avortement en début de grossesse avant 12 semaines est considéré comme un acte extrémiste. Mais c'est faux. Comme des milliers de Polonais, Karolina est descendue dans la rue pour dénoncer un possible durcissement de la loi. Pour l'heure, l'avortement n'est permis qu'en cas de viol, de problèmes de santé chez la mère ou le fœtus.
mais il pourrait être totalement interdit. Le camp des anti-avortements est extrêmement actif dans le pays. Cette femme a récolté plus de 800 000 signatures en faveur de la loi controversée. Pour elle, l'interruption volontaire de grossesse est un meurtre. Lors de ma première grossesse, mon enfant a été diagnostiqué trisomique. On m'a immédiatement proposé d'avorter et ça a continué jusqu'à mon accouchement. Comment peut-on stigmatiser un être humain avant même sa naissance parce qu'il est différent? Lui dire qu'il ne peut pas vivre. Pour moi, c'est de la barbarie. Nous retrouvons Karolina, l'activiste, chez elle, en banlieue de Varsovie. Fait rarissime en Pologne, l'une de ses amies accepte de nous rencontrer et témoigne à visage découvert. Une femme qui s'est fait avorter comme moi ne peut pas en parler, ni à sa famille, ni à personne. Tout cela doit rester secret, comme un crime. C'est un tabou, à la maison et à l'extérieur. Il faut le cacher à tout le monde. Justina a dû surmonter la honte et la peur. Sur le point de divorcer et déjà mère de 3 enfants, elle estime qu'elle n'avait pas le choix. Ce qui m'est arrivé après cet avortement, tous ces changements positifs qui ont eu lieu, c'est plus important pour moi que ce moment où j'ai dû tirer la chasse d'eau. J'ai réalisé ça après coup. Ces femmes espèrent que l'interdiction totale de l'avortement ne verra jamais le jour. La législation polonaise est déjà l'une des plus strictes d'Europe. Nous parlons sport dans ce journal où la 6e journée du championnat national de football a permis à nouveau à l'Union sportive de Bitam de prendre provisoirement la tête du National Foot grâce à cette victoire au stade Jean Koumou de Lambaréné face à l'AS Pelicans, score final 2-1. Reportage de notre journaliste sportif maison, Simaela Ulrich. La 6e journée du National Foot a de nouveau souri aux joueurs de Thierry et Bobola qui sont allés prendre le dessus sur l'AS Pélican qui peine depuis le début du championnat sur un score de 2-1. Dès l'entame du match, les Bitamois ont imposé leur suprématie dans le jeu, ce qui a d'ailleurs payé à la 46e minute par le but du dossard 9 de l'USB, Akora Achraf, qui a profité d'une bourde du gardien de but de l'AS Pélican, Amos Moussavou. L'USB corse le score à la 74e minute grâce au doublé d'Akora Achraf. Après plusieurs changements opérés par le coach de l'AS Pélican, son équipe parvient à réduire le score à la 88e minute par Nano Nono, rentré en cours de jeu. Une nouvelle défaite qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive au sein du staff du club lambarénéen. C'est fait au niveau de l'organisation. Je pense que l'équipe de Pélican était très enthousiaste. Nous, on était très organisés. Et puis, voilà. Et puis la volonté du joueur a fait la différence. Voilà. Donc, on s'inscrit sur une dynamique de victoire. On espère que ça va continuer comme ça. Je ne sais pas ce qui arrive dans mon équipe. Mais les pauvres gardiens qui me foutent la main. C'est pas aujourd'hui. Le premier match, c'est la même chose. La semaine passée, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a beaucoup de problèmes, hein. Beaucoup de problèmes, on va arranger ça nous-mêmes. Ça, c'est le problème interne, on va arranger ça. C'est ça le football. L'Union sportive de Bitam, une véritable bête noire des clubs de Lambaréné cette saison, car les Bitamois ont pris 9 points sur les équipes de la ville du Vieux-Blanc. L'USB compte désormais 12 points au sorti de cette journée et le FC Pélican occupe la 10e place avec seulement 5 points. C'est sur cette page de sport que se referme ce journal. Merci encore de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement et surtout, gardez le sourire.